Alors, une troisième chose que tout le monde y met, ou presque, ce sont les pommes de terre. Donc, à partir de la Saint-Joseph, souvent on dit, le 18 mars, on va commencer à planter, écoutez bien, commencer à planter les premières pommes de terre hâtives. Ce n'est pas encore le moment de mettre toutes les pommes de terre, parce qu'après vous allez être ennuyé s'il y a des gelées début mai, et s'ils ont déjà levé, il faudra les rebuter pour qu'ils soient sous la terre, ou les couvrir, ou etc. Donc, les premières pommes de terre, donc des variétés hâtives, bien sûr, à ce moment-là. Donc, ils vont vite, parce que l'idée, c'est d'avoir des pommes de terre avant tout le monde, avant qu'on doit les acheter quand ils coûtent très cher. Tout le monde, c'est comme avec les fraises, c'est les premières qu'on a envie d'avoir. Donc, si on en a un petit peu pour sa petite famille, on calcule plus ou moins ce qu'il faut. Sachez quand même que les hâtives produiront la moitié, si pas un tiers, des tardives. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de mettre vraiment beaucoup de hâtives. Vous allez quand même avoir une récolte moindre. L'avantage, c'est que le terrain sera libre plus vite pour mettre autre chose. Si on a un tout petit jardin, il ne faut peut-être pas mettre des pommes de terre tardives à ce moment-là, parce que vous n'avez plus tout ce terrain-là pour planter d'autres légumes qui, au niveau prix et possibilité de trouver, sont plus difficiles. Donc voilà, ça c'est chacun à choisir un petit peu. On va peut-être parler plus alors des pommes de terre aussi le mois prochain, parce que là, ça sera vraiment le début de la période des vraies plantations de pommes de terre de garde, et bon, c'est peut-être encore un peu tôt. Donc, ne mettez pas plus que 2, voire 3 rangées ensemble, pour éviter d'avoir trop vite le milieu. Donc, il faut qu'ils ont de l'air. Il ne faut pas non plus les planter trop proches. Il faut au moins un pied, et Robert il dit un pied et un point, entre chaque plant. Donc vous mettez votre plant, vous marchez dans la ligne et vous laissez encore 5 cm devant votre orteil, sauf si vous avez des 58 pompiers. Mais je ne pense pas, celui qui a que 35 ou 36, il doit peut-être mettre plus que 5 cm. Mais bon, voilà. Alors c'est quoi la distance pour... Un pied et un point, comme disait mon grand-père en flamand, ne voûte un nevust. Voilà, à peu près. Hein. Voilà. Et les lignes quand même distancées aussi pour qu'on puisse bien les buter par après. Bon, il y a d'autres façons de planter, mais ça, je ne vais pas en parler maintenant non plus. Sans les enterrer, etc. Mais ça donne des résultats, mais pas toujours, c'est pas toujours évident. C'est pas trop bon. Comment? C'est pas trop bon. Non. Pas certaines années, oui, et d'autres pas. Certains terrains, oui. Certaines couvertures, oui. D'autres pas, etc. Il y a peut-être beaucoup de limaces qui viennent. Il y a peut-être aussi des rongeurs qui viennent plus facilement, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il y a moins de travail, mais il y a peut-être moins de récoltes aussi. Il y a des invités parfois aussi à ce moment-là, déjà sur le champ, ou sur le jardin. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur les pommes de terre. Ici, on n'en fait plus rentrer, parce que pour nous, ce n'est plus gérable, mais on sait trouver des pommes de terre un peu partout, mais il faut surtout garder vos plants vous-même, parce que ça coûte très cher dans le commerce. C'est un peu logique quelque part, parce que déjà, ils doivent avoir que des petites, ils doivent les conserver dans des frigos, ils doivent les emballer, ils doivent les expédier. Le magasin fait son bénéfice, voilà. Ça, tout a une explication, mais si on sait les faire soi-même, et ça on expliquera aussi plus tard comment faire, on l'a déjà fait, vous savez encore le retrouver éventuellement dans d'anciens enregistrements.
Est-ce qu'il faut absolument les faire germer avant de les... C'est mieux, on gagne du temps, surtout pour les premières. Donc les faire germer, c'est-à-dire que si on les achète, il n'y a souvent pas de germe du tout. Hein. On les achète à ce moment-là 1 mois à 2 mois à l'avance et on les mettra un peu plus chaud que les frigos que les machins ils ont. Mais surtout pas au gelé, parce qu'une pomme de terre à -1, -2, elle gèle. Donc le mieux tout c'est de les mettre dehors, à l'abri du soleil, mais en pleine lumière. Là, ils vont prendre un petit peu l'humidité de l'air ambiant, plus que dans un grenier ou dans un garage, même s'il y a une fenêtre. C'est toujours plus sec que dehors, en principe. Donc, ils vont pré-germer. Il y a maintenant des variétés qui germent très vite, et c'est souvent dans les plus hâtives aussi, parce qu'ils ont été récoltés plus vite aussi. Et ils ont en eux l'instinct de partir plus vite aussi. Maintenant, il y a des variétés aussi qui en sont très dures à germer. À ce moment-là, je dirais, mettez-les pendant quelques temps plus au chaud et dans le noir, jusqu'à ce que vous voyez que ça commence à pointer. Et une fois que ça pointe, ça ne s'arrête plus. Hein, sauf s'ils sont gelés, sauf si vraiment ils n'ont pas assez d'humidité, là ils peuvent éventuellement arrêter, ou en tout cas ralentir. Mais dès qu'ils germent un tout petit peu, à ce moment-là, mettez-les comme les autres dehors. Et plantez-les dès que c'est le moment et dès que ça, vous avez le temps et que le terrain est propice. C'est pour ça que je dis, maintenant c'est une bonne période. À la limite, je ne dis jamais ou très peu, préparez votre terrain à l'avance. Mais dans des conditions qu'on a actuellement, vous pouvez peut-être déjà passer la grelinette, là où ce que vous allez planter le mois prochain vos pommes de terre, surtout si c'est un sol fort compact. Ça va faire peut-être que s'il y a une période de pluie entre deux, que votre terrain sera plus vite ressuyé, donc il sera plus vite dans la possibilité de le travailler. Tout ça, ça dépend des terrains. Si on a, depuis le temps qu'on vous le dit, toujours mis des couches de couverture du sol, etc., votre terrain est devenu un terreau. Hein, moi, au début que j'étais là, mais il y a quand même 35 ans, si pas 40 ans, ma terre était lourde de cette débris, hein, tandis que maintenant, mon terrain, quand il y a plu, 1 ou 2 heures après, je sais travailler dedans, parce que le dessus est devenu comme du terreau. Donc, ça a des avantages, des inconvénients. Ça, c'est encore autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant non plus. Des questions? D'autres? Non? Des questions, oui, mais ça n'a rien à voir avec les pommes de terre. Est-ce qu'on peut pailler les ailles? On peut pailler légèrement l'ail à condition que ce n'est pas de la paille azotée. Donc on va éviter de mettre de la pelouse, par exemple. Non, du foin. On peut mettre du foin ou de la paille. Non, on va peut-être attendre un petit peu que les températures soient plus élevées et que les risques de vraiment des grosses sécheresses n'est pas encore là pour l'instant. Donc je dirais au mois de mai, fin avril, mai, juin, c'est à ce moment-là qu'on va... Bon, pour eux, c'est déjà tard parce qu'ils vivent, ils poussent que jusqu'au mois de juillet souvent, jusqu'à ce qu'il fait plus chaud. Mais on peut pailler un peu. Pas une grosse couche et surtout pas avec du fumier, des choses azotées, quoi. Et surtout si on a planté par exemple de l'ail avant l'hiver, comme maintenant, donc avec les pluies, tout ça c'est un peu tassé. On a peut-être déjà un peu une levée de mauvaises herbes. Donc c'est intéressant de venir un peu casser cette croûte pour éviter que tout se dessèche et que ça fasse des crevasses et que ça devienne un gros bloc. Et le fait de travailler dedans, ça stimule la pousse et la vie dans le sol aussi. Alors à ce moment-là, après, on peut couvrir légèrement avec un paillage pour garder cette humidité, mais garder une terre souple. Ça, c'est un bon geste à faire. Voilà, donc, nous sommes occupés de travailler dans l'ail
Et donc le but c'est, bon, le but premier c'est peut-être un peu désherber. Et alors en même temps c'est aussi casser un peu la croûte qui se forme. Parce qu'après un hiver de pluie, la terre, il y a une battance sur la terre et elle est aplatie. Et alors par la suite, lorsqu'on ne fait rien, on peut voir ici qu'il y a des crevasses qui se forment dans le sol. Je ne sais pas si on peut voir là, bien à l'écran, mais voilà. Donc, lorsqu'on ne travaille pas le sol, voilà ce qui se fait. Donc le sol se crevasse. Donc en cassant cette croûte, on emprisonne l'eau dans le sol. Donc tout ça pour le garder au profit des plantes, au niveau des radicelles. Donc le fait de travailler comme ça en surface, donc il y a même une expression qui le dit, un dicton qui le dit, un binage vaut 2 arrosages. Donc le fait c'est de emprisonner l'humidité dans le sol et le garder dans le sol. Et pour ce faire, on casse la croûte qui se forme en surface. Donc une terre, c'est un peu comme une éponge. Donc avec l'action du soleil, l'eau provenant du sol remonte en surface et s'évapore dans l'atmosphère. Le fait de casser ce réseau capillaire, donc on empêche l'eau de continuer à s'évaporer et reste disponible pour les plantes. Donc ce réseau capillaire est en fait brisé par l'action de l'outil. Et le fait de travailler le sol, ça active aussi la vie du sol. Donc après une après-midi par exemple de soleil, on verra que la surface ici de la terre va devenir sèche. Mais lorsqu'on gratte en dessous, ça reste humide. Donc ici, par exemple dans cette rangée ici à côté, ce travail a été fait cette semaine, il y a 3-4 jours. Et on peut regarder que la surface sèche, mais si on regarde en dessous, voilà, c'est encore bien humide. Voilà. Et ça reste bien humide en dessous. Donc le tout, c'est qu'avec cette action-là, il n'y a que la surface du sol qui sèche et le dessous reste humide et profite aux plantes. Le travail du sol, on peut en profiter pour mettre un peu de cendre de bois. Donc ça vient d'un poêle à bois. Donc on apporte de la chaux et de la potasse qui sont bons pour les aliacer. Donc on peut faire ça, bon ici c'est pour l'ail, mais on fait ça aussi pour les oignons, les échalotes. Donc saupoudrer légèrement, ça fait un apport d'engrais gratuit et utile. On peut en mettre des tonnes, mais voilà. Poudrer légèrement. Il vaut mieux en mettre plusieurs fois une petite quantité que directement une grosse dose. Le BRF c'est azoté? Le BRF n'est pas vraiment azoté. Mais après, on est un petit peu ennuyé parce que comme c'est un légume qu'on va accueillir assez vite, il vaut mieux ne pas le travailler dans le sol. Donc après, c'est plus difficile de le récupérer, je dirais, et ne pas le mettre dans le sol. C'est faisable. Donc, mais si vous passez, comme Michel il dit très bien, nettoyer la croûte, pas aller à 5 cm de profond, hein, sinon vous coupez abîmer les une racines. grande partie des racines. Hein. Donc légèrement gratter la croûte, c'est sûr, pour tous les légumes, si c'est possible, c'est ce qu'on doit faire après une pluie, si le sol n'est pas couvert avec un paillage.
Donc c'est le moment aussi de le faire assez vite maintenant, dès que les petites herbes sauvages ils poussent, avant d'être envahis et avant que eux ils ont des racines qui sont trop importantes. Donc de temps en temps, ça va très vite quand on le fait tôt. C'est beaucoup plus compliqué quand on le fait que les mauvaises herbes qui poussent souvent en 15 jours, 3 semaines. On peut parfois être étonné tellement qu'ils ont poussé. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, il y a autant en dessous. Hein? Donc ils prennent déjà de la nourriture et de l'humidité pour vos légumes qui sont à côté. Et vous allez aller chipoter plus profond, je dirais, dans le sol, parfois en les tirant. À ce moment-là, il faut peut-être les couper. C'est pour ça qu'on parle d'une rasette. On les rase et certains vont repousser, d'autres simples cruaux, entre guillemets, vont plus repousser non plus. Il faut aussi tenir compte que maintenant les températures augmentent aussi, donc les mauvaises herbes vont pousser aussi beaucoup plus vite qu'au mois de janvier, février. Hein, donc ça accélère, donc il ne faut pas se laisser. Ouais. Il faut anticiper. Alors, on va parler un petit peu des autres choses parce que le temps avance. On est pris par le temps. Donc je dirais, regardez sur le site tout ce qu'il y a à faire. Pour les plus importants, les betteraves potagères, on peut commencer. Attends, j'ai quelque part préparé tout ça. Je vais peut-être commencer en plein air. en vitesse dire ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que ça c'est important aussi. C'est semer les courges trop tôt. Attendez, je vais en parler le mois prochain. Les haricots, trop tôt. Le maïs, trop tôt. Les navets, trop tôt. Les poirées, trop tôt. Les pommes de terre, sauf les hâtives, et un petit peu, ça va. Mais les autres, attendez. Vous allez avoir de meilleurs résultats. Une pomme de terre pousse avec des journées chaudes et des nuits froides, là où ils sont d'origine. On peut encore planter les fraises remontantes si on les achète en petits pots ou si on les déplace avec une bonne motte de terre. Les autres fraisiers, on peut le faire, mais on n'aura pas beaucoup de récoltes, mais ils sont d'autant mieux implantés pour l'année d'après. Tandis que les remontants, ils vont donner une bonne récolte après, à partir du mois d'août-septembre. Les topinambours, il y a plus que temps, parce qu'ils vont commencer à germer. Il y en a encore un petit peu là. Hein. Là, c'est des rouges que quelqu'un a ramenés. Voilà, donc les pommes de terre. Les topinambours qui sont restés en terre. Ah oui, ils vont continuer à pousser. Ils vont continuer à pousser. Malheureusement. Malheureusement, s'ils sont envahissants, vous tirez les tiges. Voilà. Et c'est fini. En principe, ils ne repousseront plus. Voilà. Donc, sinon, je vais passer au-dessus de beaucoup de choses. Hein. Le cerfeuil, c'est de février à mi-septembre, donc à peu près à 16 degrés. Ça met 15 à 90 jours. Ça dépend des températures, ça dépend des terrains, l'exposition, etc. Les carottes, demi-longues et les courtes, c'est le moment. Les longues, ça j'aurais pu dire avec ce qui est encore trop tôt, ça sera un peu plus tard. Les échalotes rouges, mais ici on n'en a pas, c'est un peu plus tard. Donc le cerfeuil, les choux blancs pointus, donc les choux hâtives, blancs, rouges, demi-lents, fleurs, mais ça il faut regarder dans le catalogue, alors il y a des indications pour le moment de semis. Ça demande de 7 à 30 degrés, donc ça pousse assez facilement. Si vous semez à l'intérieur, ça va lever un peu plus vite, mais dès que c'est germé, ça doit aller dehors. Ça ne reste pas dans une serre froide, ça ne reste pas dans une véranda, ça va dehors. Ça ne gèle pas. Le poireau aussi. Donc on peut semer dans des grands pots. Ça va mieux directement en terre, hein, mais dans des pots assez hauts, hein, parce que ça fait beaucoup de racines. Et après on pourra les repiquer. Mais dès que c'est germé, dehors. Sinon ça file. Les choux aussi, ils vont filer. Les choux, on peut les transplanter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hein, ça n'est pas très important. Ils aiment bien d'ailleurs. Les choux navets,
on peut commencer. Donc les rutabagas, les choux raves aussi. De mars à juillet, donc on a encore le temps et on peut commencer. Les ciboules et les ciboulettes, c'est de mars à juillet. Il faut à peu près 20 degrés, ça met 5 à 10 jours, donc ça va vite. Moi je conseille les ciboules. Les ciboules, ça donne une verdure beaucoup plus grande, donc plus facile à ciseler. On va plus vite. Les ciboulettes, bon, on prend un paquet, on coupe, donc ça va aussi. Hein. Mais bon. Il y a la seule chose, les ciboules, quand vous coupez la feuille dans le bas, ça fait un peu dégueulasse parce qu'on dirait qu'il y a une mochile qui coule. Donc c'est la sève qui est à l'intérieur parce que les tiges sont creuses, ils sont remplis de sève, mais vous faites une fois ça et la mochile elle tombe par terre. Il ne faut pas avoir peur, la mochile on pourrait la manger, hein, ce n'est que de la sève, mais c'est pas très agréable. Les épinards, il y a plus que temps si on veut encore avoir des épinards. Si on veut avoir des belles plantes, il faut les mettre au moins à 15 cm l'un vis-à-vis de l'autre dans tous les sens. Si on fait une ligne, ben, il faudra démarier entre deux, à fur et à mesure, etc. Les épinards perpétuels, patience, peuvent se semer de mars à septembre. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient chaque année. Ça fait des grandes feuilles comme ça, en forme de large lance. Ben, ouais. L'oseille épinard, c'est ça? C'est pas la même chose? Oui, certainement. Il y a plusieurs dénominations. Mais c'est la variété patience. Il n'y en a qu'une. Voilà, on pourra les manger déjà assez tôt au printemps. Mais après les autres épinards, quand on n'en a plus. Donc c'est pour la période qu'on n'a pas les autres épinards éventuellement, si on aime bien ça. On peut même éventuellement en manger un petit peu cru. Couper dans la salade, que ça, c'est peut-être pas aussi bon, quoi. Hein. Les laitues à couper de printemps de toute saison, ça demande 5 à 20 degrés. Ça met 5 à 10 jours, mais dès que ça lève, dehors. Surtout pas laisser à l'intérieur. Donc lever, c'est quand on voit les germes. Hein. C'est pas attendre qu'il y a déjà les cotylédons, etc. Le plus vite possible dehors. La mâche, on peut encore. Après, quand il fera trop chaud, elle va monter. Mais bon, on peut semer de la mâche toute l'année. Ça dépend de la météo qu'on va avoir. Si on a une période chaude et sèche, elle va monter. Donc, ça n'ira plus. Quoique, elle a le meilleur goût quand elle commence à monter. Hein. Souvent, on ne la mange plus parce qu'on dit, ben, elle monte. Ben non. Il y a un peu plus de goût. C'est peut-être moins joli, ben, il ne faut pas attendre non plus qu'il y a des graines. Il ne faut pas exagérer, mais quand il commence à monter et que même qu'il y a déjà des petites fleurs, il faut une fois essayer, c'est pas mauvais. Les melons, ça c'est à l'intérieur, au chaud, 20 degrés au moins. Il faut 5 à 10 jours. Bon, il ne faut pas encore se presser. Hein. Fin du mois, c'est bien aussi. Les navets, c'est avril-mai, donc j'ai dit, hein, c'est un petit peu trop tôt, quoique maintenant, avec la météo qui a changé, tout est un peu plus tôt que ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Donc on pourrait essayer, sans garantie. Les oignons, hâtives et de garde, mars-avril. Donc là, il ne faut pas tarder. 15 à 20 degrés, donc encore une fois, on va les faire germer, sauf si on les sème en pleine terre. On va les faire germer en avance et les repiquer par après. En pleine terre, on va dégager la couverture du sol pour que le soleil s'est réchauffé le sol et on peut semer. Jamais enterrer profond les semis. Hein. Donc jamais plus que l'épaisseur de la graine, peut-être x2. Il y a quelques exceptions, par exemple les fèves qu'on pourrait mettre un peu plus profond, comme ça ils seront un peu plus stabiles et ils vont moins vite, mais il vaut mieux les attacher quand même à quelque chose. Alors les panais, de mars à août, donc c'est pas urgent, à peu près à 15 degrés ils germent, 12 à 18 jours à peu près il faut pour que ça lève. Le persil. Donc le persil, c'est quelque chose qui met entre 20 et 50 jours pour germer. 50 jours, c'est beaucoup. Hein.
Donc mettez-les peut-être 24 heures, les semences, les 24 heures au congélateur à moins 18. 24 heures, 48 heures. Il y a même maintenant des gens qui laissent leurs semences tout le temps dans le congélateur. Bon, moi je ne fais pas ça. Je le fais pour les choses plus difficiles à lever. Hein, je les mets 1 ou 2 journées au congélateur. Plus ou moins la quantité de ce que vous avez besoin. Parce que si vous avez acheté un paquet de persil, vous avez beaucoup de graines. Vous allez pouvoir en ressemer au mois d'août et même peut-être encore l'année prochaine. Donc si tout a été congelé, dégelé, peut-être recongelé, dégelé, et par après, je ne sais pas. Mais je n'ose pas trop faire ça. Donc voilà. Surtout que le persil se repique brin par brin pour avoir du beau persil. Et le persil ne se sème, on peut les semer, mais ne se sème de préférence pas sur place. Quand on les sème sur place, souvent ça ne marche pas. On a beaucoup de difficultés. Le persil repiqué, donc se mis dans une cassette, dans un pot, dans quelque chose, repiqué et un par un tous les 15 à 20 cm, pas tous les 2 cm. Donc tous les 15 à 20 cm, et vous allez avoir une touffe de persil. Bon, je suis peut-être pêcheur, allez, comme ça. Il va être magnifique. Les poireaux, donc de 7 à 25 degrés, il faut 10 à 30 jours, de février-mars pour les hâtives et mars-mai pour tout le reste. Ben, pour tous les poireaux, mars-mai, ça va. Vis-à-vis du moment de semis, ils seront prêts à différents moments, mais surtout aussi vis-à-vis de la variété. Donc il y a encore une fois des hâtives, des mi-hâtives, des tardives. Les tardives souvent qui résistent mieux au gelé. Cette année-ci, il n'y a pas gelé, donc c'était pas important. Mais la plupart du temps, c'est quand même nécessaire de tenir compte de ça. La roquette, c'est encore trop tôt. C'est à partir d'avril. On peut commencer à essayer, mais il vaut mieux attendre un petit peu. Donc les pois, j'ai dit, insuffisamment. Les fèves, c'est mieux avant l'hiver, mais on peut encore se rattraper avec des fèves maintenant. Les céleris, ça c'est, je laisse ça à Michel tantôt. Donc les tomates, j'ai dit. Et voilà, moi j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut semer. Hein, mais... Oui, n'oubliez pas les fleurs. N'oubliez pas de semer les fleurs annuelles, surtout les tagettes pour planter dans votre jardin, qui vont éloigner les nématodes. Donc ce sont des tout petits insectes qui s'attaquent aux racines. Ils s'attaquent aux racines des narcisses, des phlox, des chrysanthèmes, des tomates, des pommes de terre, des piments, des poivrons, la laitue, la carotte, le maïs, le persil. Donc ce n'est pas que à côté des tomates qu'on peut en planter. On n'est pas obligé. Hein. Mais on peut en planter un petit peu par-ci, par-là. Et quand il y a eu des tagettes, il reste des substances dans le sol qui fait que les nématodes ne reviennent pas très vite. Donc mettez une petite tagette un peu n'importe où et vous allez un petit peu être protégé un petit peu n'importe où aussi. À chaque pied de tomate, vous pouvez planter une tagette. Maintenant, il y a des tagettes qui viennent pas haut, il y a des tagettes qui viennent fort haut. Là, c'est à vous de choisir. Hein, voilà. Il faut les semer en pleine terre ou... Non, non, on sème dans des terrines. Après, on repique, on met hors gel quand même. Hein, parce que quand il n'y a qu'une toute petite gelée, c'est peut-être pas grave, mais de préférence quand même hors gel. Et on les met dehors en même temps qu'on met les tomates et les autres plantes. Quand même. Bon, maintenant, si vous dites, avec mes patates, je vais pas planter, pourquoi pas planter une paire de tagettes dedans. Après, bon, même s'ils sont très belles, à la limite, on les récupère, on les met ailleurs ou on les bazarde. Hein. Parce que dans un paquet de semences, on en a des centaines, donc c'est pas très Qu'est-ce qu'on met important. de préférence comme tagette? C'est des œillets d'Inde? Oui, oui, ben, les tagettes ordinaires, là, de 20-25 cm, 30 cm. Moi, entre les tomates, je mets des hautes, parce qu'au moins, ils ne sont pas envahis par les tomates. Et ils poussent un peu en travers, ça fait joli en même temps. Mexicaine? Comment? Une tagette mexicaine? N'importe. Mais bon, Des roses d'Inde. faut regarder. Comment? Des roses d'Inde. Des roses. Des roses d'Inde.
Et les Des roses, roses, des ben, roses, c'est beaucoup plus grand. Oui, celles qui sentent le plus, les tagettes ordinaires, je dirais. Excusez-moi, des tagettes, c'est des fleurs alors? Ce sont des fleurs. On ne mange pas. Hein. Tagette, ceci. On ne mange pas. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de graines bio ou pas? Parce que j'ai acheté il y a le mois dernier des graines de choux. Quand je les ai sorties, elles étaient vertes, c'était pas agréable. Ouais, ouais. Ben, ça, on essaye de ne pas avoir ça, mais le fabricant ou le distributeur ne nous le dit pas toujours. Mais est-ce qu'il y a une grosse proportion bio? Pas vraiment. Non, les graines qu'on achète ne sont pas nécessairement bio, parce qu'il y a beaucoup de variétés qu'on ne trouve pas en bio. Ça, j'ai déjà expliqué. Quand c'est quelque chose qui se vend beaucoup, ça intéresse les grosses firmes. Et alors, eux, ils baissent les prix. Les petites firmes qui travaillent en bio n'ont pas autant de débouchés encore pour l'instant. Donc, s'ils doivent les vendre 2 fois plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce, ils vont encore en vendre moins. Donc, eux, ils se spécialisent plus dans des choses plus rares. À ce moment-là, ils peuvent aussi recevoir un prix digne. Parce que s'ils doivent vendre à perte, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, hein, de récolter les graines, et les sécher, etc. Donc à perte, ils ne savent pas travailler comme tout le monde. Donc voilà. Donc il y a des choses qu'on achète bio, si on sait les avoir, mais pas tout. Et certaines choses sont enrobées. Quand on le sait à l'avance et qu'on sait en trouver d'autres, on ne prend pas enrobé. Certains catalogues mentionnent et amènent les deux. Il y en a des enrobés et il y en a des simples. À ce moment-là, on prend les simples. Ils sont même moins chers. C'est logique. Mais bon, les professionnels prennent de plus en plus les enrobés parce qu'il y a déjà un produit contre les maladies, il y a peut-être un insecticide, etc. Voilà. Enfin, enrobé ne veut pas toujours dire qu'il y a des pesticides. Non plus. Parce que ça les aide, en fait, ça peut être enrobé d'argile pour permettre de mettre graine par graine avec des machines, évidemment. Et ça permet de gagner du temps pour l'éclaircissage que nous, on doit faire. Par exemple, des carottes enrobées, ben ça, il y en a même des carottes enrobées sur des rubans. Ben, on les met tous les 2-3 cm, il y a une graine qui est enrobée pour qu'elle soit facile à mettre en place. Et c'est pas pour ça qu'il y a forcément un pesticide dessus. Hein. Non, pas du tout. Mais bon, tout ça, c'est des manipulations supplémentaires qui coûtent. Ça permet de gagner de la main-d'œuvre. C'est pour les professionnels. Nous, on peut passer son temps hein, au jardin, donc c'est bon. Voilà, je laisse la place à Michel. Donc les betteraves, par exemple, dans les alvéoles, c'est pour ça que j'avais mis ici. Ça, c'est possible, les betteraves potagères. On n'en a pas besoin de 550 non plus. Michel a montré, il y a moyen avec une petite scie, éventuellement à bois, de les couper et d'avoir des plus petites plaques aussi, si on a des plateaux plus petits. On en refait rentrer, hein, parce qu'ici maintenant on est épuisé. On va essayer d'avoir de retour aussi les sachets pour protéger les fruits. Mais bon, ça, on va essayer. Ça, je ne sais pas. Ça, ici, ça vient de pas très loin. Il y a un fournisseur pas très loin, donc ça, on sait se procurer. Les sachets, là, ça vient d'Allemagne. Donc là, la dernière fois qu'on a essayé, c'était épuisé. Ils en avaient plus. Donc maintenant, est-ce qu'il y en rentre ou pas, on verra. De rien. Merci pour le cours.